Alors Xavier, peut-être que tu peux dire un mot de ce que tu es. Qui tu es? Qui suis-je? Ah oui, tu me mets dans l'embarras. Donc, je suis économiste à l'OFCE, directeur principal. Et l'OFCE, pour ceux qui l'ignorent, c'est l'Observatoire français des conjonctures économiques. Et c'est un centre de recherche en économie à Sciences Po qui fait beaucoup d'économie appliquée, c'est-à-dire à la fois de l'économie qu'on fait avec soin, mais aussi sur des questions très orientées sur la politique économique et sur le réel. Hippolyte, pour avoir fréquenté certains collègues universitaires, sait parfois que le réel est quelque chose d'étranger aux économistes, pas à lui, mais à certains de nos collègues. Et donc il est toujours bon de rappeler qu'on est un économiste qui s'intéresse à ce qui se passe en vrai. Peut-être comme ça, Hippolyte. Bonjour à tous, donc je suis Hippolyte Delbis, je suis professeur à l'école d'économie de Paris. Voilà, essentiellement je travaille sur de l'économie et puis un petit peu en démographie aussi, et puis essayer de voir les liens entre les questions démographiques et les questions économiques. On va peut-être rajouter que tu es membre du CES économiste, parce que là, ce coup-ci, on peut être fier. Et de la chaire. Oui, mais le coup de la DEX, on a bien réussi. Ah oui, c'était magnifique. C'était magnifique. Bon, Jean-Hervé Lorenzi, moi je m'occupe de la chaire. Enfin, je m'occupe avec François-Xavier, Alain Villemeur, enfin avec tout le monde d'ailleurs. Tout ça est très collectif, et c'est pour ça que les résultats sont exceptionnels. Michel Yael, moi j'essaye d'être le commissaire général de France Stratégie. Je dis j'essaye parce que je sors de l'Assemblée nationale où j'ai passé 2 heures avec la Commission des affaires économiques à répondre à des questions purement politiques. Donc en fait nous sommes dans des sujets où on est conduit à dire ce que nous pensons, ce qui me va très bien, sans engager le gouvernement, ce qui me va très bien aussi, mais beaucoup nous prêtent la capacité de faire valoir les réformes que nous préconisons. Ça, c'est pas notre champ. Donc, ce que je dirais tout à l'heure, c'est le fruit de nos cogitations à nous et aux autres, d'ailleurs, parce qu'on travaille en général collectivement. Ça n'annonce rien de ce qui va être décidé ou pas décidé dans les semaines et les mois à venir. Je tiens à le dire parce que ça évite toute ambiguïté. Voilà, et je partage ce qui s'est dit sur Aix, d'autant qu'à mon grand regret, pour des raisons purement personnelles, j'ai pas pu y participer, mais tout ce qu'on m'en a dit, et c'est une évaluation ex post et quasiment indépendante, corrobore ce que nous en a dit Jean-Hervé, au cas où qui que ce soit en douterait. Voilà, c'est dit. Alors peut-être juste en introduction, puis on va bien prendre les mots, pas les mots, d'ailleurs ce titre n'est pas, je trouve, très adapté, c'est plutôt les difficultés qu'il nous faut surmonter pour avoir une politique du vieillissement qui soit adaptée, mais juste peut-être cette expression de prospérité qui, comme vous verrez, va se retrouver au cœur des discussions des économistes, mais la plus belle définition, c'est celle d'Edmund Phelps, qui est un économiste, je trouve, très, très, très exceptionnel, et il a sorti ce livre sur la prospérité de masse, et il définit la prospérité comme étant l'épanouissement d'un individu tout au long de sa vie, et au fond, c'est le sujet qu'on a traité, c'est que nous souhaitons, dans nos politiques, permettre la particularité de la réflexion sur la prospérité par rapport à ce qu'est l'épanouissement d'une vie, y compris dans sa phase, j'allais dire, pas ultime, mais la fin. Voilà. Donc, qui veut commencer? Peut-être Xavier ou Hippolyte? Hippolyte. Merci. Donc en effet, l'intitulé était un petit peu difficile. Moi, je suis plutôt optimiste de nature, donc il faut se faire un petit peu violence pour essayer de mettre l'accent sur les difficultés. J'ai que 10 minutes, donc je vais pas faire un panorama exhaustif des difficultés, mais je vais essayer en fonction de mes travaux et des travaux qui ont été réalisés, notamment dans le cadre de la chaire, d'essayer de mettre en lumière quelques difficultés qu'une société dite vieillissante pourrait avoir à faire face. Alors, j'en ai trouvé 3 que je résumerai comme ça. La première difficulté, c'est se tromper. La deuxième, c'est se punir. Et la troisième, c'est s'aveugler. Se tromper, c'est premièrement penser qu'on est une société vieille. Je vais revenir là-dessus. Je ne le pense pas. Deuxièmement, c'est se punir, c'est
penser qu'il faut punir les vieux parce qu'ils auraient sacrifié les jeunes. Là encore, je ne le pense pas. Troisièmement, s'aveugler, c'est ne pas vouloir voir en fait quelles sont les opportunités que notre société a la chance pourrait avoir la chance de bénéficier et de ne pas saisir ces opportunités. Et je vais me focaliser sur deux opportunités démographiques. Donc vous voyez, mon discours va être positif. Ma seule crainte, c'est que finalement, justement, une société ne sache pas prendre la mesure des chances à laquelle elle peut avoir. Donc premièrement, se percevoir comme vieille. Je n'aime pas du tout ce mot de vieillissement, hein. Je l'ai dit plusieurs fois depuis que je travaille dans cette chaire. Une société vieille, c'est une société dans laquelle il y a beaucoup de vieux. Ce qui se passe actuellement, le phénomène démographique auquel on fait face, c'est un allongement de la durée de vie. Un allongement de la durée de vie ne veut pas dire qu'il y a plus de personnes âgées. Hein. Si on prend par exemple une définition qui serait une personne âgée, c'est quelqu'un qui lui reste 10 ans à vivre. Hein. Vous voyez, une espérance de vie de 10 ans. Alors aujourd'hui, ou plutôt en 2015, parce que les statistiques de l'INSEE, les statistiques démographiques vont jusqu'en 2015, et à votre avis, quelle est la proportion de personnes à qui il reste 10 ans ou moins à vivre? C'est 6%. D'accord ? En 1990, quelle était cette proportion? C'était 6% aussi. D'accord ? Je prends maintenant la proportion de personnes à qui il reste 20 ans à vivre. Aujourd'hui, c'est 17%. En 1990, c'était aussi 17%. D'accord ? Bien sûr, hein, tout le monde vit plus longtemps et la proportion de gens pour lesquels il reste peu de temps à vivre n'a pas changé. D'accord ? De ce point de vue, selon ce critère, notre population ne contient pas plus de vieux. Il est extrêmement dommageable de ne se focaliser que sur un seul critère, qui est le critère de l'âge calendaire, hein, combien d'années vous avez vécu. Et je pense que s'arrêter par exemple aux plus de 60 ans, évidemment, la proportion des plus de 60 ans augmente, mais ça ne veut pas dire qu'on est vieux. C'est une autre façon de le dire, c'est une personne qui a 60 ans aujourd'hui n'a rien à voir avec une personne qui avait 60 ans il y a 15 ans, il y a 20 ans ou il y a 30 ans. D'accord ? Donc, premier élément, il n'y a pas ça. Ça, c'est quelque chose qui est très connu. Hein, c'est Norman Ryder, un démographe qui, dans les années 70, a mis au point cette chose-là. Plusieurs démographes ont repris l'idée en recalculant des pyramides d'âge avec justement le temps qui vous reste à vivre plutôt que le temps que vous avez vécu pour essayer de qualifier le vieillissement de la population. Je pense notamment aux travaux de Sanderson et Cherboff, hein, qui ont eu un très fort écho en démographie et pas encore tout à fait en économie. J'ai travaillé aussi sur ce thème, notamment avec Fabrice Collard, dans un papier qu'on avait publié en démographie, et je pense très réellement qu'on se trompe donc lorsqu'on perçoit notre société comme étant une société vieillissante. Deuxième mot ou difficulté auquel on pourrait faire face, c'est penser que non seulement, vous voyez, il y a de plus en plus de vieux, mais qu'en plus, tous ces vieux ont vécu aux dépens des générations futures, aux dépens des jeunes. C'est une question qui a été très très médiatisée hein, dans la littérature et puis un petit peu au-delà, dans la littérature académique et puis au-delà, notamment avec la place particulière qu'auraient joué les baby-boomers, d'accord ? C'est-à-dire les enfants nés après la Seconde Guerre mondiale, qui auraient bénéficié d'un régime de faveur exceptionnel, et notamment aux dépens des générations futures. Donc avec Ipkidi Baji, hein, qui est doctorante, qui a soutenu sa thèse hein, à Nanterre et qui doit être dans la salle, même si finalement là je ne la vois plus, en tout cas avec qui j'ai parlé il y a 5 minutes, on a repris très précisément cette chose-là en reprenant toutes les données statistiques hein, collectées par l'INSEE depuis la fin des années 70 pour essayer de finalement voir le parcours des différentes générations, le parcours économique, le parcours de niveau de vie des différentes générations. En reprenant ces parcours-là, on a pu distinguer, vous voyez, ce qui dans l'évolution du temps, dans l'évolution temporelle, relevait des facteurs d'âge, vous voyez, et des facteurs de génération. Il n'est pas très intéressant, vous voyez, de comparer à un moment donné les générations. Hein. On s'aperçoit, je comparer le niveau de vie aujourd'hui des retraités par rapport au niveau de vie des actifs n'est pas forcément intéressant à partir du moment où l'on prévoit que celui des actifs pourrait continuer celui des actifs qui serait dans un temps futur, vous voyez, retraité, pourrait continuer à augmenter. Alors, ce qu'on obtient avec Ipkidi, c'est que si on s'arrête juste sur l'effet générationnel, eh bien, il y a une forte amélioration, vous voyez, du niveau de vie
jusqu'aux cohortes nées après la guerre. D'accord ? En effet, elles bénéficient d'un niveau de vie très supérieur à celles qui sont nées avant la Seconde Guerre mondiale. En revanche, si on compare leur situation avec celles qui sont venues après, on ne constate pas que les cohortes du baby-boom ont eu un tel accroissement du niveau de vie. Et ceci s'explique très très bien par la croissance économique dont on bénéficie depuis la guerre. Alors certes, il y a une réduction, vous voyez, du taux de croissance, mais ça n'empêche pas que le niveau de vie augmente au cours du temps et que chaque génération en vit de plus en plus, en bénéficie. Je veux dire, naître plus tard, c'est bénéficier d'un environnement dans lequel on est plus riche. Donc il est assez incroyable d'imaginer que finalement il puisse y avoir une baisse du niveau de vie d'une génération à l'autre. Ce travail, on nous a reproché peut-être de prendre des moyennes. On prend à juste titre. On peut se dire que évidemment, on ne regarde que les moyennes des différentes cohortes. Donc, nous sommes en train aujourd'hui d'un projet. En train de mener un projet sur les personnes non qualifiées, d'accord ? Comparer finalement, en fonction de la date de naissance, la situation des non qualifiés aujourd'hui, des jeunes non qualifiés, avec ceux qui étaient nés éventuellement après la guerre. Et là encore, on ne remarque pas de déclin significatif, d'accord ? Donc tous, promis. Non, je vous vois tourner la tête, mais c'est ce que nous disent les chiffres. Alors les personnes peuvent avoir une petite nostalgie du passé et imaginer que c'était mieux avant, mais non, la croissance bénéficie. Elle bénéficie pas équitablement à tous, mais elle bénéficie à tous. Dernier point dans les 2 minutes qui me restent, vous m'avez fait signe, monsieur, c'est s'aveugler aux opportunités. Alors évidemment, on a beaucoup parlé à Aix, notamment des questions technologiques, des opportunités offertes par la mondialisation, mais il y a aussi des opportunités démographiques, parce que je veux dire, le sujet aujourd'hui, lorsqu'on aborde la question de l'augmentation de la longévité, le sujet, ce sont les sujets démographiques. Donc je vois deux choses évidentes. La première étant la migration. J'ai aussi beaucoup travaillé sur ces questions-là. On peut retourner dans tous les sens. L'afflux de population venant de pays étrangers a une question qui a un effet qui est bénéfique pour les populations qui les accueillent, que ce soit au niveau démographique. C'était le fameux rapport de l'ONU parlant de migration de remplacement. Les migrants arrivent aux âges jeunes, donc ils contribuent à cette économie. Mais aussi d'un point de vue économique, en se mettant dans des secteurs qui finalement peuvent être délaissés par les nationaux, peuvent créer des complémentarités et générer énormément de bien-être, notamment pour les locaux. Cette opportunité démographique, évidemment, va être une question d'actualité. Je veux dire, le chiffre magique que l'on peut avoir, c'est qu'en 2050, il y a 1/3 de la jeunesse qui est née en Afrique subsaharienne. Toutes les projections que l'on peut faire, notamment celles de la Banque mondiale, ne permettent pas d'imaginer que ces pays soient en mesure, d'ici 2050, d'offrir un emploi à cette jeunesse. Donc la migration va être à la mode, si je puis dire. Ne la refusons pas, essayons de voir comment est-ce qu'on peut gérer les différentes, difficultés politiques et sociales qui sont associées à ce mouvement de population et qui sont finalement assez proches des mouvements, des attitudes vis-à-vis de la mondialisation de façon générale. Deuxième opportunité démographique, c'est le travail des femmes. Je veux dire, les femmes aux âges actifs sont encore sur des taux d'emploi qui sont de 10 points à peu près inférieurs à ceux des hommes. Il y a encore une ressource colossale. Je dis bien colossal, 10 points, ça correspond à énormément de personnes qui seraient en capacité de travailler et qui peuvent prendre le relais, et qui peuvent prendre le relais dans une situation où justement la part des personnes à la retraite augmente. Je veux dire, pour cela, on sait tout à fait ce qu'il faut faire. Je veux dire, il faut adapter les politiques familiales, arrêter les réorienter en mettant moins de subventions finalement et beaucoup plus d'aide à la conciliation de la vie privée et de la vie familiale. Voilà, 2 opportunités qui me permettent de relever les défis dont on a parlé tout au cours de la journée. Je vous remercie. Bravo. Juste, on va définitivement changer l'intitulé de la session, l'appeler les bienfaits du vieillissement, parce que on est dans une logique qui est... J'ai juste envie de revenir sur un sujet, Hippolyte.
est-ce que tu as le sentiment, puisque tu fais référence à Aix, et que moi je reste obsédé par ces 2 jours et demi que nous avons passés ensemble, est-ce que tu as le sentiment que, au fond, ce dont on a beaucoup parlé, c'est-à-dire la pauvreté et l'exclusion, touche non pas plus les jeunes générations, puisqu'au fond on n'arrête pas de parler de ça, génération sacrifiée, enfin tout le discours habituel, qui est, comme tu le dis, en tout cas à examiner de près, de manière soigneuse, mais est-ce que cette exclusion, cette pauvreté ne touche pas plus les populations vieillissantes? Parce que si c'est le cas, ça mérite quand même qu'on s'arrête un instant sur ce thème-là. Et ça n'est pas uniquement d'expliquer que la CSG n'augmentera pas pour les petites retraites qui règle le problème. Donc oui, alors le sujet de la pauvreté, c'est un vrai sujet, c'est un sujet qui me tient à cœur, hein, notamment la question de la pauvreté absolue, hein, c'est-à-dire l'incapacité de satisfaire des besoins qui peuvent être considérés comme primaires, essentiels, et l'incapacité du coup de pouvoir s'insérer dans la société. Hein, je ne vais pas parler de ces pauvretés relatives, hein, c'est-à-dire quel est mon revenu par rapport au revenu médian de la société, parce que ça c'est je veux dire, ça, c'est la problématique des inégalités, c'est une autre problématique. Donc la pauvreté, c'est l'incapacité de partir en vacances plus qu'une semaine par an. Loin de chez soi, d'accord. Je ne sais pas si vous avez une idée un petit peu du pourcentage de personnes qui en France ne partent pas au moins une semaine en vacances par an. C'est 20%. Hein. On est sur des chiffres assez élevés. La pauvreté, c'est ne pas avoir un repas complet, hein, c'est-à-dire avec de la viande, du poisson ou un équivalent végétarien un jour sur 2. D'accord. Donc, ce qu'on considère comme étant la pauvreté sévère, c'est des gens qui cumulent un certain nombre de critères de ce type. Hein. On est à 4,5% en France de la population. C'est vrai, comme tu le dis, hein, il y a eu un beau succès de la protection sociale, c'est l'éradication de cette pauvreté chez les personnes âgées. D'accord. C'était quelque chose qui était tout à fait insoutenable, hein, qui était issu finalement de la guerre, qui survivait encore dans les années 80, et on a su totalement l'éradiquer. Aujourd'hui, il n'y en a plus. D'accord, on est sur des chiffres très très faibles. Je veux dire, c'est toujours des personnes, donc c'est toujours gênant, mais je veux dire, on est sur des proportions très très faibles. Donc c'est un vrai succès de la protection sociale. Aujourd'hui, la pauvreté, je dirais pas qu'elle est concentrée chez les jeunes. Elle est concentrée chez une catégorie de population qui est très particulière, qui sont les femmes seules avec enfants. D'accord. Donc, il est très, très difficile, hein, de faire des mesures sur les jeunes de façon générale, parce que les jeunes peuvent être soit chez leurs parents, et dans ce cas, ils ne sont pas enquêtés, soit en dehors de chez leurs parents. Alors, en effet, lorsque vous avez les jeunes qui sont en dehors de chez leurs parents, vous pouvez avoir des taux qui sont plus élevés. Mais néanmoins, vous n'avez pas une bonne image de la jeunesse. Il me semble que le point important et le point vraiment politique, c'est en effet les femmes seules avec enfants. Donc là, on est sur des proportions de 14%. 14% des femmes seules avec enfants sont dans des situations de pauvreté sévère. Ces enfants-là vont avoir beaucoup plus de mal à développer les compétences nécessaires pour s'insérer dans la société. Moi, je veux bien qu'on réduise, on divise par 2, vous voyez, le nombre d'enfants par classe, je veux dire en classe de CP. Certes, ce sera très bien, mais si à la maison, il n'y a pas le minimum, vous voyez, pour être accompagné, tous ces efforts seront vains. Donc je pense que c'est en effet un autre défi, hein, je veux dire, pour le quinquennat qui vient. Dans le quinquennat précédent, cette pauvreté n'a pas réduit d'1 pouce. Je veux dire, c'est un vrai échec. Hein. On parle beaucoup du chômage, mais il me semble que c'est le fait que la pauvreté n'est pas réduite au cours d'un quinquennat socialiste, où les socialistes aussi avaient tous les pouvoirs. Je veux dire, c'est quand même assez perturbant. Donc je milite pour que justement on revienne sur cet indicateur et qu'on aille vers ces enfants qui sont les enfants de femmes isolées. Là encore, hein, je pense que moi, je suis promoteur d'un infléchissement de la politique familiale. Hein. Vous le savez, dans le cadre des allocations, il y a des allocations qui sont dites universelles, qu'on verse à tout le monde, et puis d'autres qui sont versées sous conditions de ressources. Moi, je suis pour qu'on mette le paquet sur ceux qui ont peu. Je veux dire, ça fait jamais plaisir, hein, je veux dire, de percevoir moins d'allocations, mais hein, je veux dire, à partir du moment où on a, je pense qu'il vaut mieux que le mettre sur la pauvreté. C'est une très bonne articulation. Je crois que tu as parlé de logement. Oui, ça a été fait insuffisamment. Oui, voilà. Insuffisamment. Oui. Tu as raison. Hein, c'est la politique des dernières années, hein, c'est de réduire la part universelle des allocations familiales. Néanmoins, on a eu tout un débat, je veux dire, sur l'universalité des allocations. Donc, c'est aussi de cette façon que je réinterviens dans le débat.
D'accord. Oui, merci Jean-Hervé. Et puis aussi d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, le plafonnement du quotient familial qui a quand même aussi joué, parce que la redistribution ne passe pas uniquement par les allocations, mais aussi par la fiscalité. Et il y a quand même eu cette tendance-là qui a été suivie. Enfin, je vous rappelle que le sujet, c'est le vieillissement. Ah oui, c'est vrai, mais j'ai dit que j'étais obsédé parce qu'on s'est dit pendant 2 jours et demi, et il faut se méfier des obsédés. Alors, Hippolyte a dit des choses extrêmement importantes auxquelles non seulement je souscris, mais je pense aussi qu'il est quand même indispensable d'en faire la pédagogie et d'en répandre l'idée sur la question des comparaisons entre les générations, sur la question des générations sacrifiées, sur la question qui est très complexe des inégalités intergénérationnelles et qui dépend véritablement de comment on les regarde, c'est-à-dire si on les regarde en relatif, sachant que quand on les regarde en relatif, ça ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on oublie ce phénomène qui est quand même le glissement vers le haut qui se produit au cours du temps et qui est indispensable, et qui fait qu'on a une vision faussée, avec des débats qui sont tronqués et qui sont parfois manipulés sur ces questions-là. Ça, en particulier les travaux d'Hippolyte sur ces questions sont vraiment inscrits dans une continuité qu'il faut souligner et louer. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, qui est assez important et qui est sous-jacent à ce qu'a dit Hippolyte, c'est qu'il est assez difficile de dissocier le phénomène du vieillissement du phénomène de l'enrichissement de nos sociétés. C'est vraiment 2 phénomènes qui sont d'abord coïncidents la plupart du temps, d'une part, et puis d'autre part, c'est 2 phénomènes qui sont peut-être intimement liés. Alors, on peut imaginer tout un tas de liens. Il y en a un qui est, plus le niveau de vie augmente, plus les conditions de vie sont favorables à l'allongement de la durée de la vie, par l'accès à la santé, l'accès aux progrès technologiques de la santé, et aussi des existences moins exposées à cette pauvreté absolue que tu soulignais, parce que les taux de pauvreté absolue qu'on avait avant la révolution industrielle étaient quant à eux plus proches de 90% que de 4%. Donc c'est ça aussi, cet effet de prospérité, et c'est ça aussi qui contribue au vieillissement des populations. Donc ça, c'est indissociable, et alors c'est important de bien considérer, de bien comprendre que c'est indissociable. Les causalités sont complexes, et il ne faut pas les prendre un raccourci là-dessus, mais du coup il y a quand même un phénomène qui est lié au vieillissement et à cette prospérité, qui est l'émergence du phénomène retraite, qui est une des caractéristiques de notre monde moderne. Donc c'est quoi la retraite ? C'est le fait qu'une partie de votre vie, plutôt à la fin, est consacrée à des loisirs et à plus de travail. Et que c'est pas un cadeau que font les générations suivantes à la génération précédente, mais que c'est une aspiration de chaque génération de pouvoir interrompre son activité professionnelle à un moment donné et de pouvoir avoir une période de sa vie relativement longue pendant laquelle elle a une espérance de vie, en particulier une espérance de vie en bonne santé. Alors, tous les chiffres que tu as cités sur la démographie sont très intéressants. La question d'espérance de vie en bonne santé est quand même une question intéressante, parce que malgré tout, non seulement l'espérance de vie a augmenté, mais l'espérance de vie en mauvaise santé a aussi augmenté. Ça, c'est un autre phénomène qui est assez important et qui pose un autre problème, en fait, ce qui est un peu similaire à celui de la retraite, qui est celui de la dépendance. Et la dépendance combinée à l'élévation du niveau de vie conduit aussi à une exigence, c'est-à-dire de pouvoir, y compris dans la dépendance, on ne peut pas qualifier la dépendance de loisir, mais de pouvoir vivre le mieux possible dans la dépendance. Et donc, chez soi ou ailleurs, mais en tout cas le mieux possible, c'est-à-dire en tout cas pas dans la misère et dans l'abandon, et donc ça veut dire avec tout un ensemble de services auxquels on peut accéder, qui sont des services médicaux, qui sont des services de soins, et qui représentent une dépense qui peut être très importante, et qui sont un élément qui est une aspiration, évidemment, de chacun d'entre nous, soit pour soi-même, soit pour ses parents, soit pour ses proches. Et ce phénomène d'enrichissement, de vieillissement et de retraite crée des sociétés modernes dans lesquelles il faut résoudre cette question de la retraite. Donc, en gros, pour résoudre la question de la retraite, on a 2 grands schémas possibles. On peut soit le résoudre par un schéma d'épargne et de capitalisation,
soit par un mécanisme qui ressemble beaucoup, en fait, quand on le regarde de très loin, qui est un mécanisme de répartition, et qui peut ressembler, comme 2 gouttes d'eau d'ailleurs, à un mécanisme d'épargne et de capitalisation. En tout cas, s'il est conçu comme ça, comme par exemple le système suédois, qui est très très proche de ces caractéristiques. Alors, il y a quand même une différence entre le système suédois et un système qui repose sur la finance. C'est précisément la quantité d'actifs, au sens actif financier, dont on a besoin pour faire vivre le système. Dans un système financier, par capitalisation, on a besoin d'énormément d'actifs. Et donc, il y a une tendance à vouloir faire apparaître des actifs un peu partout. On a tendance à financiariser l'ensemble de la société dans son processus productif, ou financiariser 3, et le signe après c'est minute, hein, c'est ça. Donc financiariser la société, et par exemple la financiariser du côté du logement. En tout cas, à donner une importance au patrimoine, et donc à pousser à une forme de propriétarisme qui rend la valeur du patrimoine extrêmement importante. Et donc le logement devient important en tant que patrimoine, et pas simplement en tant qu'endroit dans lequel on est logé. Donc et ça, c'est quelque chose qui est absolument évident à l'ensemble des gens qui aujourd'hui prennent des décisions immobilières. Ils ne font pas que choisir un endroit où habiter. Ils choisissent aussi, ils font un investissement avec en ligne de mire ce que deviendra ce patrimoine quand ils seront plus âgés, qu'est-ce qu'ils transmettront à leurs enfants. Donc ça peut être altruiste, mais ça reste quand même une décision patrimoniale et pas simplement je choisis l'endroit où j'habite et la couleur de la peinture. Et donc ce propriétarisme, cette financiarisation de la société a des conséquences. Elle crée un secteur financier. Elle crée des instabilités potentielles liées à ce secteur financier. Quand on développe la chose à l'échelle globale, on s'aperçoit que cela implique aussi des transferts de capitaux d'une région à une autre, suivant à la fois le degré de prospérité et de vieillissement de chacune des sociétés. Donc si la Chine épargne beaucoup, par exemple, aujourd'hui, c'est à la fois parce qu'elle accède de façon très accélérée à une prospérité qui, même si elle est inférieure à la nôtre, se fait dans une vitesse très importante, mais elle est aussi dans une phase de vieillissement qui elle-même est accélérée, y compris par rapport à la nôtre, et donc qui conduit à ce qu'il y ait une épargne phénoménale qui se soit développée en Chine, et qui, du coup, doit trouver sa place quelque part. Ça, c'est le rôle de la transformation qu'opère un système financier, mais avec toutes les difficultés qu'on peut imaginer, parce qu'un système financier qui transforme de l'épargne qui vient de Chine pour aller l'investir dans d'autres pays émergents, voire aller l'investir dans des pays développés, industrialisés, ou des pays avancés en termes économiques, ça pose des questions de comment on régule, comment on assure l'équité intergénérationnelle entre des pays qui sont chacun souverains mais qui ne sont pas régulés et qui n'ont surtout aucun instrument pour se réguler, en tout cas sur des temps longs, et donc qui peuvent alimenter une instabilité financière. Alors, cette instabilité financière, elle peut se traduire aussi tout bêtement par le déplacement de la retraite vers des produits financiers. La crise de 2008, elle est en partie alimentée par ça. Dans les années 80, on a beaucoup développé les fonds de pension. Les fonds de pension aux États-Unis représentent des actifs qui sont de l'ordre de 150 points de PIB américain. C'est des sommes considérables qui brusquement deviennent des sommes qui doivent être placées ici ou là. Voilà. De l'autre côté, les systèmes de répartition ont leur lot aussi de complexité, et évidemment le sentiment d'une forme de taxe faite sur les jeunes au détriment des vieux est quelque chose qui peut venir assez spontanément d'un système par répartition, qui pose aussi la question de savoir comment on règle ce conflit intergénérationnel. Et donc, pour conclure dans les quelques secondes qui me restent, malgré tout, entre le vieillissement et la prospérité, cette financiarisation et le poids que joue l'épargne, que joue la retraite, sont essentiels. Alors, c'est essentiel aussi également sur un autre point, qui est la question de... Parce que une fois que tous ces actifs financiers, cette épargne existe, on s'aperçoit qu'il y a une chose qui n'est pas du tout vraie, qui est la théorie du cycle de vie de Modigliani, et que les gens ne consomment pas leur patrimoine au cours de leur vie. Et donc en particulier, quand ils meurent, toutes ces masses qu'ils ont accumulées pour préparer leurs vieux jours, en fait, ils ne les utilisent pas et ils les transmettent à la génération suivante. Et pour des raisons très complexes qui sont assez anthropologiques,
On a assisté à un grand mouvement de baisse de l'impôt sur les transmissions. Et du coup, on se retrouve, à cause du vieillissement et de façon un peu indirecte, et combiné au mouvement de financiarisation, à une question d'une espèce de nouvelle dynamique dans les inégalités, qui n'est pas liée au développement technologique, qui n'est pas liée à la mondialisation, qui n'est pas liée à la question de la qualification et de l'éducation, mais qui est liée à la question de l'héritage. Et donc, c'est aussi un des autres... c'est peut-être pas un mot, mais c'est au moins un défi phénoménal pour nos sociétés de bien prendre en compte cette nouvelle dimension de l'héritage à un moment où il y a une grande sensibilité sur les inégalités. Ce qui fait que le vieillissement n'est pas non plus quelque chose de toujours si simple. Mais ça, Hippolyte ne me contraindra pas là-dessus. Écoutez, on va rester sur cette idée très juste de complexité. Peut-être deux choses, Xavier, en t'écoutant. Le premier, c'est que cette masse extrêmement importante d'épargne capitalisée pour la retraite et qui, dans les faits, ne va pas être utilisée pour la retraite, nous conduit évidemment à discuter de la fiscalité des successions, qui est absolument déterminante. Je me souviens que non pas le président précédent, mais le précédent avait cette idée forte de se dire qu'une société dynamique et une société juste, c'était une société dans laquelle on baissait la fiscalité des successions, ce qui est une idée tout à fait curieuse en réalité. Et voilà, je m'étais d'ailleurs à l'époque, modestement, mais pas privé de lui dire ce qui n'avait, c'était très asymétrique, mais pas amélioré la nature de nos relations. Sauf que j'avais proposé que on ne vote pas pour lui, donc c'est déjà même pas ça. Et deuxième aspect, c'est peut-être dans la réflexion que tu viens de lancer, peut-être faut-il y rajouter aussi cet élément de prise de risque, c'est-à-dire en quoi cette financiarisation massive, ces 150% de fonds de pension, sont ou non favorables à la prise de risque dans les sociétés comme les nôtres. Pas évident du tout. On peut très bien imaginer que des systèmes par répartition dans lesquels, à ce moment-là, le collectif, la puissance publique joue un rôle beaucoup plus important et plus apte à prendre des risques. Moi, je me souviens toujours de cette idée difficile. Souvenez-vous bien de ça. Schumpeter était un très très grand économiste, exceptionnel par la culture, la puissance intellectuelle, mais il avait quand même, dans sa comparaison entre l'avenir des sociétés capitalistes et socialistes, indiqué que c'était les socialistes qui allaient gagner, pour une raison qui était très simple, c'est que le capitalisme avait tendance à créer par rapport à l'innovation des barrières à l'entrée, alors que le socialisme, lui, favorisait l'innovation dans l'absolu. Il n'y avait pas de barrière à l'entrée. Ça tend à prouver que chacun peut raconter vraiment des énormités. Donc il faut toujours faire attention à ça. Et je ne sais pas si cette espèce d'engouement de dire le fonds de pension est favorable à la création, au financement de l'économie et du risque, c'est si vrai que ça. Peut-être que la répartition, c'est l'inverse. En tout cas, c'est une vraie interrogation intellectuelle qui n'est pas facile à résoudre. La parole est maintenant au commissaire du peuple. Du peuple, oui, voilà, c'est ça. C'est le socialisme, le vrai. Bonjour d'abord. Je voudrais. Alors moi j'ai une proposition de titre, c'est un peu banal, c'est pas les mots, c'est les défis. En fait, on parle des défis du vieillissement parce que il y en a des positifs comme tous les défis, puis il y en a des peut-être plus inquiétants. Je vais y revenir. Moi, je voudrais dire, je voudrais intervenir sur 4 points. Bon, d'abord s'interroger un peu sur l'impact économique de cette affaire. Alors je vais le faire à grands traits et trop vite, et vous me le pardonnerez. Sur son prolongement que j'appellerais géopolitique ou politique, parce qu'il y a aussi de la politique dans tout ça. Quand une société avance en âge, il se passe des choses, mais pas forcément celles qu'on souhaiterait à titre citoyen. Revenir aussi sur un petit focus sur les jeunes, sont-ils les sacrifiés de la protection sociale, parce que ça, je pense que c'est en creux la question qui nous est posée collectivement. Et puis, comme la perche m'est tendue, en reprenant le titre d'un de nos papiers récents, la France veut-elle une société d'héritiers ? Je pense que c'est probablement de tous les défis, en dehors des aspects purement sanitaires, médicaux et de prise en charge, celui qui nous pend au nez, en tout cas dans les temps qui viennent. Alors, sur l'impact économique, je souscris à ce qu'a dit Hippolyte. Il faut juste se rappeler que l'âge moyen d'un habitant de cette terre, donc d'un terrien, était de 25 ans en l'an 2000.
et il sera de 33 ans en 2020. Donc il se passe quand même des choses au-delà de nos frontières et pas uniquement dans nos vieux pays vieillissants. Et alors pour ce qui nous concerne, ce qui est effectivement plus problématique, c'est la montée en puissance de la dépendance. Alors j'ai pas le temps d'élaborer parce qu'il y a plusieurs sortes de dépendance et c'est pas la même chose selon qu'on est ou pas bien pris en charge, mais on va passer d'un ratio de dépendance sur les populations concernées de 60% aujourd'hui à probablement 80% aux alentours de 2020-2030. Sur le plan économique, on considère en général que l'avancée en âge, le vieillissement, on n'aime pas ce terme-là, mais c'est commode de l'utiliser, a plutôt des effets positifs. C'est ce qu'on appelle le dividende démographique, alors que chez nous, ça se discute dans les économies avancées. Je fais la référence à un papier que nous avons fait sur la croissance. Disons que la tendance qui se dégage, c'est plutôt une baisse de la croissance du PIB de 0,5 points par an sous l'effet du ralentissement de la population active, parce que c'est quelque chose qu'il faut regarder d'assez près. Et on a aussi des effets d'érosion liés à la baisse de la productivité. Donc face à ça, il faut mettre les nouvelles opportunités liées à ce que certains appellent la silver economy, dont je ne suis pas sûr qu'il soit à ce stade en tout cas riche d'autant de points de croissance ou d'autant de dixièmes de points de croissance que ceux qui sont perdus ou en cause du fait du vieillissement. On n'y peut rien, mais c'est ainsi. Bon, l'impact géopolitique, je glisse rapidement, je cite toujours ce chiffre assez frappant, c'est que dans le vote Trump a convaincu 53% des Américains de plus de 45 ans, mais simplement 37% des moins de 30 ans. En fait, ce qui m'a surpris dans ce chiffre, c'est qu'il y a quand même 37% des Américains de moins de 30 ans qui aient voté Trump, mais ce qui me rassure, c'est qu'il y a quand même un différentiel entre les cerveaux moins usés et les cerveaux très usés. Je ne ferai pas de comparaison avec le vote en France, reportez-vous à vos meilleurs quotidiens et vous verrez que ça correspond à peu près. Ça me rappelle une vieille étude, sans doute très empirique et pas du tout scientifique, qui démontrait que si les femmes, pardon mesdames, de plus de 70 ans à l'époque n'avaient pas voté en 1965, François Mitterrand battait le général de Gaulle. Voilà, mais on n'en parle jamais parce que c'est vrai que ça peut être mal interprété par les uns ou les autres, donc pardonnez-moi de nouveau si je m'expose sur cette scène. Alors, les jeunes sont-ils en creux les sacrifiés de la protection sociale ? Puisque l'effort de la nation apparaît de plus en plus concentré sur, disons, les plus âgés d'entre nous. Bon, ce qu'on sait simplement, c'est que si l'on fait la somme de l'ensemble des dépenses de protection sociale et d'éducation, les plus de 60 ans recevaient en 1979, on va dire en 1980, l'équivalent de 11 points de PIB, et que ces 11 points de PIB étaient devenus 17 dès 2011. Donc il y a une tendance quand même à la hausse très forte, alors même qu'on embarque les dépenses d'éducation qui concernent peu ces classes de population. Alors que dans le même temps, les dépenses consacrées globalement au moins de 25 ans étaient stabilisées à moins de 10% du PIB. Bon, il faut toujours nuancer les choses. Quand on regarde notamment les résultats de ces enquêtes d'un point de vue plus individuel, on voit par exemple qu'en 30 ans, les dépenses individuelles ont augmenté au total de plus de 10 points de PIB par tête. Et évidemment, elles ont augmenté de façon différenciée selon les âges. Pour le groupe central, c'est-à-dire les adultes de 25 à 60 ans, pour aller vite, elles ont augmenté de 3 points. Pour les plus jeunes, de 5 points. Et pour les seniors, les plus de 60 ans, de 10 points. Donc ce sont des tendance qu'il faut nuancer, parce qu'on ne peut pas dire que les jeunes soient plus maltraités que l'ensemble de la population. Ils sont mieux traités que l'ensemble de la population en termes de dépenses exprimées en points de PIB, ce qui se discute. Mais on voit quand même que quand on rajoute la cohorte des plus de 60 ans, la tendance est beaucoup plus favorable à cette dernière. Et ça, on peut le voir dans différents autres outils de mesure que je vous épargne, notamment quand on regarde les prélèvements moyens sur les dépenses de protection sociale. Donc ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que en positif et en négatif, sur le plan positif, si on veut être un peu optimiste, je vous renvoie aux récentes projections de long terme du Haut Conseil du financement de la protection sociale qui appartient à notre réseau. Donc tout ça est en ligne sur le site de France Stratégie et qui montre qu'à long terme, un horizon de 2020, donc c'est... à long terme, c'est un horizon de 2040-2060. 2020, c'est pas le long terme. Je commence à fatiguer un peu, vous m'excuserez, mais l'été approche. Les dépenses de protection sociale se présentent comme globalement équilibrées.
Donc, y compris dans le scénario le plus pessimiste. C'est-à-dire que j'ai pas le temps de développer, mais certains d'entre vous connaissent ces travaux. Ça donne quand même un tout petit peu de cœur à l'ouvrage parce qu'on se dit qu'en dépit de toutes les contraintes qui pèsent sur le système, nos régimes sociaux, quand on met toutes les branches les unes à côté des autres, tous les régimes, la maladie, la famille, la vieillesse, s'équilibrent globalement dans des conditions macroéconomiques assez satisfaisantes, ce qui ne veut pas dire que nous n'ayons pas besoin de réformes. Mais on a quand même un problème de soutenabilité à l'intérieur de ces dépenses proportionnelles des dépenses liées au vieillissement et notamment aux retraites. Si on adoptait aujourd'hui la structure démographique attendue pour 2030, nous devrions augmenter de 20 points les prélèvements moyens qui financent la protection sociale pour garder l'équilibre. Donc on a quand même une légère contrainte de ce point de vue-là qu'il va falloir auto-équilibrer avec cette difficulté supplémentaire que le vieillissement pèse certes sur les retraites mais pèse beaucoup sur les dépenses de santé puisque la part des dépenses de santé liées au vieillissement est évidemment surdéterminée, ce qui d'ailleurs n'est pas sans lien avec les débats actuels sur la hausse de la CSG, mais on y reviendra peut-être. Je voulais conclure en parlant des risques d'une société d'héritiers. Jean-Hervé y a fait allusion et mes voisins aussi. Il faut bien voir que pour des raisons anthropologiques et historiques, c'est vrai, nous avons un système qui est de plus en plus inégalitaire sur l'accès au patrimoine et qui est notamment lié au fait que les patrimoines ont vu leur valeur se gonfler sous l'effet des différentes bulles immobilières. Et comme maintenant nous sommes au moment où les classes nombreuses du baby-boom arrivent en fin de vie et transmettent des patrimoines de plus en plus élevés à de moins en moins d'enfants, puisque évidemment la taille des familles des baby-boomers est inférieure à la taille moyenne de celle que connaissaient leurs propres ascendants, eh bien, si je puis dire par tête de pipe, les phénomènes d'héritage et de transmission ont tendance à se distordre beaucoup plus. Et ceci est accentué par le fait qu'on hérite désormais plus vieux, plutôt autour de la soixantaine, un peu moins de 60 ans, et donc à un moment où, en fin d'activité professionnelle, juste avant ou juste après, on a évidemment tendance à reconstituer soi-même du patrimoine et à ne pas nécessairement l'investir dans l'économie. Tout ça mérite évidemment précision et je vous renvoie là aussi aux travaux de France Stratégie qui nous ont valu une certaine notoriété de ce point de vue puisque l'idée d'une société d'héritiers manifestement n'a pas plu à tout le monde, mais c'est quelque chose qui est assez peu contestable et je crois qu'on a tous les quatre à des degrés divers un peu attirer l'attention des uns et des autres là-dessus. Alors en conclusion, moi je pense que dans notre affaire de défi, on a trois sujets majeurs en dehors des questions plus techniques de prise en charge de la dépendance, on pourrait revenir si vous le voulez. Je pense que sur le vieillissement, il faut aussi prendre en compte le fait que la société vieillisse et travaille plus longtemps et pas simplement au sens de la protection contre la maladie ou contre les facteurs de dépendance. Autrement dit, on a aussi dans l'idée qu'il faut, et je la partage et je la promeux autant que possible, investir dans les compétences. On a aussi quelque chose qui a à voir avec notre phénomène de vieillissement. On va tous travailler plus longtemps dans des organisations différentes avec des problèmes d'adaptation croissants. Il est évident que si on n'investit pas aujourd'hui sur la population d'âge intermédiaire, disons 40-50 ans, les salariés qui commencent à être eux-mêmes un peu vieillissants, ça va très mal se passer dans 10 ou 15 ans pour eux alors qu'ils seront au cœur de la transformation du travail et pas simplement de la transformation numérique. Bon, j'y reviens pas, mais je pense que la question du financement de la protection sociale, régime de retraite et assurance maladie se pose, je vais arrêter, se pose de manière effectivement cruciale. Et enfin, à égale proportion, je pense qu'on a besoin de rationaliser notre fiscalité, notamment fiscalité du patrimoine et fiscalité de la transmission, sachant qu'on aura du mal à cocher tous les objectifs, à la fois réduire les inégalités et faire en sorte que les patrimoines se dirigent davantage vers l'économie, et il va falloir choisir ce qui, sur le plan politique, est toujours une partie assez redoutable. Voilà, merci. Merci beaucoup.